Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, je vous présente un livre, Laurent Oberton, Guérilla, sous-titré Le jour où tout s'embrasa. Alors, c'est un livre que je présente dans le cadre de ma série de notes de lecture pour préparer une prise de position sur la question du racisme anti-blanc. Et je dirais que j'aborde ce livre avec un angle un petit peu particulier, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse le plus, c'est d'essayer de comprendre non pas la réalité que décrit Oberton, mais le regard qu'Oberton porte sur cette réalité, parce que je pense que le succès éditorial d'Oberton a démontré que beaucoup de gens se retrouvaient dans sa vision, et je pense que les gens qui se retrouvent dans sa vision sont très souvent ceux qui se plaignent de l'existence du racisme anti-blanc. Alors, une précision cependant avant d'aller plus loin, n'est-ce pas? Spoiler alerte. Je mets un bel écran rouge et je vous préviens, attention, la vidéo qui suit va vous spoiler férocement le contenu de l'intrigue de cette fiction, car Guérilla est une fiction. Donc, ça ne sera pas la peine après de venir chialer sur le thème « Oui, Drac m'a spoilé », vous étiez prévenu. Maintenant, je vais très rapidement vous résumer Guérilla. Donc, en quelques mots, de quoi s'agit-il? On assiste à une escalade progressive de toutes les tensions, en fait, à l'intérieur du corps social français, mais essentiellement des tensions à caractère ethno-racial. Progressivement, si vous voulez, on voit rentrer en France les logiques de ce qui s'est passé ces dernières années en Syrie. Il y a plusieurs détails d'ailleurs du livre de Laurent Oberton qui me laissent penser qu'il s'est inspiré en partie des événements syriens et irakiens pour décrire ce qu'il décrit. Des flics égorgés en direct, par exemple, ce genre de choses. À un certain moment, Oberton ne donne pas de date, mais on se doute que c'est dans pas très longtemps, cette affaire-là dégénère à l'occasion d'un incident grave en banlieue. Un flic ouvre le feu parce qu'il est sous trop de pression et il doit défendre une collègue qui est menacée. Il y a plusieurs morts. Dès lors, on franchit un palier et, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que les Kalash, en gros, sortent des caves de banlieue où on sait effectivement qu'il y a des Kalachnikovs qui sont stockés par les réseaux de trafiquants de drogue en particulier. Donc du coup, les flics s'arment d'armes de guerre à leur tour, parce que quand quelqu'un vient avec vous avec une calache, eh ben, il faut lui répondre avec un FAMAS, n'est-ce pas? On ne peut pas tellement faire autrement. Bien sûr, des réseaux terroristes vont à ce moment-là rentrer dans la danse. Oberton imagine l'usage d'un missile sol-air pour abattre un avion de ligne décollant de Roissy, par exemple. On a un président qui est totalement coupé du réel, qui ne s'occupe en fait que de communication et qui croit que son boulot c'est simplement de donner l'illusion que tout continue comme avant. Donc il se rend en banlieue pour une opération de communication et là il se fait happer et littéralement massacrer par une foule en délire, en compagnie d'ailleurs d'une partie de son escorte. Donc on a un certain nombre de journalistes et d'énarques encravatés qui se font littéralement transformer en steak tartare. Dans les heures, les jours qui suivent, on va avoir un certain nombre d'événements qui vont se produire à travers le pays et qui rappellent vraiment beaucoup le chaos syrien. Par exemple, on va avoir un groupe d'islamistes djihadistes qui se lance dans une randonnée sanglante dans Oradour-sur-Glane. Les types vont de village en village. Ils se font passer pour des gendarmes. Ils raflent les gens, ils les mettent dans l'église et ils mettent le feu à l'église. Et ils commettent un massacre comme ça dans le village. Moi, ça me fait penser beaucoup à ce que j'ai lu sur la Syrie ces dernières années, avec les exactions qui ont été parfois attribuées aux fantômes, les milices de Bachar el-Assad, parfois aux djihadistes de l'État islamique ou du Front al-Nosra. Parfois, on a dit que c'était les djihadistes qui s'étaient fait passer pour les milices d'Assad. Parfois, on a dit que c'était les milices d'Assad qui s'étaient fait passer pour les djihadistes. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on ne sait même plus très bien qui est en train de massacrer qui et pourquoi. Mais effectivement, c'est des choses qu'on a vues en Syrie ces dernières années. Et donc, Oberton imagine que ça se généralise en France. Donc forcément, ça fait s'écrouler l'économie mondiale parce que ça contamine un peu partout en Europe.
Et à partir de là, il n'y a pas d'aide à espérer de l'étranger, parce que l'étranger s'occupe d'abord de lui-même, parce qu'il est lui-même dans le bordel. Donc tous les réseaux sautent. Il n'y a plus de téléphone, il y a plus de téléphone portable en particulier, il n'y a plus d'internet, bon voilà. Ce qui embête d'ailleurs les djihadistes eux-mêmes, puisque du coup ils peuvent plus, c'est la différence avec l'Irak et la Syrie, ils peuvent même plus faire leur pub, puisqu'ils n'ont plus accès à internet, les pauvres, sniff. Donc Oberton imagine une sorte de déferlement de haine ethno-raciale essentiellement anti-blanche, secondairement aussi un peu horizontale de tout le monde contre tout le monde, avec un viol systématique des femmes françaises. Par exemple, il parle de 30 000 femmes violées à Paris en une nuit. Il s'amuse beaucoup à représenter des militants, genre bobos, anarchistes, sans frontiéristes, bien pensants, qui sont soudain confrontés à la réalité du monde qu'ils ont eux-mêmes importé dans leur pays. Et bien sûr, ils se font massacrer sans rémission, hein, c'est tout à fait prévisible. L'armée française explose, les troupes françaises se battent, un régiment contre un autre, un bataillon contre un autre, une compagnie contre une autre. La population de Paris s'enfuit. Elle aura les raquettés sur les autoroutes par des gangs qui établissent des checkpoints pour faire payer les gens. Ça aussi, c'est très syrien, c'est des choses qu'on a vues ces dernières années en Syrie. Ce qui est assez plaisant dans le récit, c'est que finalement on s'aperçoit que dans ce qu'imagine Oberton, un certain nombre d'acteurs imaginaient pouvoir créer un certain niveau de chaos pour en tirer profit, et ils sont eux-mêmes emportés par ce niveau de chaos. Par exemple, l'écrivain bien pensant, homme de plateau de télévision, bobo arriviste, qui se fait massacrer par un survivaliste fou. L'islamiste, tendance, si vous voulez, frère musulman, c'est-à-dire le salafiste non djihadiste. Le gars qui veut que l'islam s'impose petit à petit, en douceur, et qui essaye d'utiliser la violence des voyous et des djihadistes, mais qui en fait ne souhaite pas qu'elle explose. Il veut simplement l'utiliser comme un instrument de pression, et au moment où elle explose, il est lui-même entraîné dans le mouvement, et là où il espérait une pression maîtrisée par un islam salafiste maîtrisé, il a affaire à une sorte d'explosion anarchisante de crétins consuméristes complètement givrés qui pillent des magasins. Il essaye de leur dire non mais c'est pas ça qu'il faut faire, et lui-même se fait complètement péter la gueule naturellement. C'est assez drôle. D'une manière générale, dans le récit d'Oberton, les gens qui s'en sortent à peu près correctement sont ceux qui se sont préparés. Donc par exemple, les Chinois de Paris, les Asiatiques de Paris, les imaginent très préparés à se défendre et à fonctionner en autarcie à l'intérieur de leur 13e arrondissement. Et finalement, ça se termine, si vous voulez, par la conclusion que, à part comme ça quelques îlots de gens qui se sont préparés, tous les autres sont emportés. Et avant qu'un nouvel ordre puisse émerger, une grande partie de la population va mourir. Qu'est-ce que j'en pense Qu'est-ce que je pense du livre en lui-même? Bon, je pense que c'est un livre qui est complètement réussi sur certains plans et complètement raté sur d'autres. Ce qui est complètement réussi, c'est la psychologie. Je crois qu'Oberton, comme beaucoup d'ailleurs de gens qui sont bons dans l'écriture de fiction, vit dans un monde d'être, si vous voulez. Vous savez, on vit pas tous dans le même monde. Moi, j'ai des amis qui vivent dans un monde d'être, un monde qui est peuplé par des êtres qui s'intéressent aux êtres humains autour d'eux. C'est pas du tout mon cas. J'ai d'autres amis qui vivent dans un monde de choses. Ils s'intéressent aux objets autour d'eux. C'est pas du tout mon cas. Moi, je vis dans un monde d'idées. Je suis quelqu'un qui aime s'ébattre dans le monde des idées. Bon. Je pense qu'Oberton, lui, vit dans un monde d'êtres. Je pense qu'il s'intéresse aux êtres, aux gens. Et ça, il le fait très bien. Et c'est là-dessus que je vais me centrer ensuite. Parler des différents portraits psychologiques qu'il a dressés. En revanche, je pense que le récit qu'il fait n'entraîne pas l'adhésion. C'est-à-dire la France qui s'écroule en 3 jours, comme ça,
Il aurait étalé son récit sur 3 ans, en expliquant quels jeux internationaux allaient conduire quel réseau terroriste à participer à quelle stratégie de déstabilisation. Là, on pourrait le croire. Mais là, on a l'impression qu'il y a une sorte de virus qui s'est répandu et que d'un seul coup, tout le monde se met à faire n'importe quoi, comme si 90% de la population avait chopé la rage, si vous voulez. Non, ça n'est pas crédible, ça n'existe pas. Et puis, la représentation qu'il fait des différentes zones dans lesquelles il découpe, les types de zones dans lesquelles il découpe le pays, est trop schématique aussi. C'est-à-dire que, en gros, la France d'Oberton, c'est ou des campagnes paumées où les gens comprennent rien, ou des quartiers bobos où des types à catogan et en trottinette dissertent sur le vivre ensemble, ou des banlieues peuplées d'islamistes fous et de trafiquants de drogue. Bon, il faut quand même pas exagérer, je veux dire, il y a des trous paumés où les gens comprennent rien, il y a des centres-villes bobos où des types à catogan et trottinettes dissertent sur le vivre ensemble, et il y a des banlieues peuplées d'islamistes fous, de femmes voilées et de trafiquants de drogue. Ça existe. Mais c'est pas du tout l'essentiel du territoire. C'est des zones, qui sont dans l'autoparodie permanente. 90% du territoire, ce sont des zones beaucoup plus nuancées, dans lesquelles il peut y avoir, bien sûr, des bobos à catogan, des islamistes fous, des trafiquants de drogue et des ploucs paumés, mais où il y a surtout une grande majorité de gens qui n'entrent dans aucun de ces stéréotypes. Et ça, c'est absent dans le regard qu'Oberton porte sur la population française. Ça ne veut pas dire qu'il a tort, ça veut dire que ça n'entraîne pas l'adhésion parce que ces portraits sont caricaturaux, ces personnages sont caricaturaux. Il n'y a pas de nuance. Alors c'est un peu la règle du jeu aussi, c'est le principe de ce genre de roman, mais bon, c'est gênant, on n'y croit pas, quoi. Par contre, là où on y croit, là où c'est intéressant, c'est dans ce que Oberton dit sur le plan psychologique, à partir des caricatures qu'il fait. Ce qu'il montre très bien, c'est la dégradation anthropologique en cours. En gros, il nous décrit une France où le langage a largement disparu comme instrument de médiation entre des populations qui sont acculturées. Et donc il reste quoi comme instrument de médiation quand on n'a plus le langage? Eh bien il reste en gros la violence, ou en tout cas l'intimidation. Lorsque le langage continue à perdurer, il se réduit souvent à une succession de mots d'ordre. Alors soit, par exemple, les mots d'ordre d'un islam racaille, qui est un peu à l'islam ce que, si vous voulez, le rap est à la musique, quoi. C'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire, bon. La logique clanique aussi, avec les mots d'ordre du clan qui vont rallier les gens, et au niveau de la population blanche, les éléments de langage du vivre ensemble et du politiquement correct. Voilà, il ne reste plus que ça. Mais le langage comme instrument dialectique a disparu dans le monde que décrit Oberton, et ça recoupe une véritable dégradation anthropologique. Dans le cadre de cette disparition du langage, il propose je dirais pas une grille de lecture, mais un embryon d'explication de ce qu'il est convenu d'appeler le racisme anti-blanc. En gros, ce qu'il explique, c'est que il y a des individus qui ont un ressentiment à l'égard d'une société où ils ne trouvent pas leur place. Ce ressentiment est plus ou moins racial.
Disons qu'il a souvent un arrière-plan racial. Il va s'exprimer à travers des attitudes à caractère racial. Mais en fait, il recoupe très largement une haine diffuse et on ne peut pas facilement dire que c'est un racisme à proprement parler. Parce que je rappelle qu'un racisme, en principe, le type qui est raciste, il a une idéologie, si vous voulez, et un système de pensée qui fait que il se sent supérieur, il dit que sa race est supérieure à la race des autres. Or, le raciste anti-blanc que décrit Oberton n'est pas dans ce type de discours. Il est dans le ressentiment, il est dans l'émotion, dans l'instinct. Il n'y a pas à proprement parler d'idéologie de sa part. Justement parce que le langage a disparu. Donc il n'y a pas non plus le langage pour exprimer un racisme idéologique. C'est un ressentiment racial, une haine raciale, qui s'accompagne beaucoup de fascination, de jalousie. Alors on va parler de racisme anti-blanc parce que c'est le terme qui s'est imposé, mais en fait il faudrait parler de ressentiment racial anti-blanc. C'est pas proprement parler un racisme, ce que décrit Oberton. À travers son récit, ce que va décrire Oberton ensuite, c'est la confrontation d'un certain nombre de types psychologiques à cette réalité structurée par la disparition du langage et l'explosion donc de cette espèce de ressentiment racial plutôt anti-blanc, on va dire. Il nous décrit le policier avec une forte opposition entre le cadre de la police qui a fait carrière parce qu'il avait une grande capacité en fait à respecter la consigne avec docilité, et puis le policier de base qui lui vit sous une tension insupportable entre l'injonction de maintenir l'ordre et l'interdiction de recourir aux moyens qui permettraient de le faire. C'est ce qui explique qu'à un moment un flic craque et déclenche les événements en ouvrant le feu. C'est un vrai danger en France aujourd'hui, c'est évident. Comme les autres, mais peut-être plus encore que les autres parce qu'il est au contact de ces réalités, il est à noter que les flics, particulièrement le flic auquel Oberton s'intéresse le plus, les médias accroissent la tension sous laquelle il vit. Le système politiquement correct accroît la tension sous laquelle il vit. C'est-à-dire que ce que montre très bien Oberton, sans doute parce que lui-même expérimente cette réalité, je dirais, quotidiennement, c'est comment le discours politiquement correct, infligé en boucle à une population blanche qui est souvent confrontée au jour le jour à la réalité très différente de ce que dit ce discours, comment ce discours contribue à accroître l'intensité avec laquelle la population ressent l'agression diffuse de ce, entre guillemets, racisme anti-blanc. C'est-à-dire que, bon, une question qu'on peut se poser, si vous voulez, quand on n'est pas soi-même confronté régulièrement au racisme anti-blanc, c'est comment se fait-il que les blancs qui y ont été confrontés soient à ce point énervés? Parce que les mecs sont très 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 énervés. J'ai rencontré ces derniers mois un certain nombre de gens qui m'ont parlé de cette affaire, parce que du fait, entre autres, que j'ai commencé cette série de notes de lecture, j'ai été contacté par des gens. Il y a des gens qui m'ont dit « Attends, tu veux t'intéresser au racisme anti-blanc, je vais t'expliquer, etc. » Donc j'ai rencontré des gens. La semaine dernière encore, je discutais avec une jeune femme qui avait été confrontée à la réalité du racisme anti-blanc. Et moi, au départ, je ne comprenais pas très bien la réaction de ces gens, parce que personnellement, j'ai été très peu confronté au racisme anti-blanc. Aujourd'hui, je sais pourquoi, j'ai compris, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. En fait, ça dépend tout simplement, je dirais, du niveau de sélection sur le niveau général à l'entrée des milieux que vous fréquentez. Quand vous êtes dans la classe moyenne supérieure, vous êtes très peu confronté au racisme anti-blanc parce que tout simplement les Noirs et les Arabes à qui vous avez affaire n'ont pas de ressentiment racial. Ils n'ont pas de ressentiment racial parce qu'ils ne sont pas exclus de notre société. C'est ce qu'on appelle vulgairement des Arabes à lunettes. Donc effectivement, ils n'ont pas de haine pour vous, et vous n'en avez d'ailleurs pas pour eux,
Puisque tout ça, ça se passe entre ingénieurs, entre gens qui ont fait des études supérieures, qui ont un bon niveau de revenu. Il n'y a aucune raison pour qu'il y ait du ressentiment. C'est quand vous êtes régulièrement confronté aux Noirs et aux Arabes d'en bas, si vous voulez, que là, vous allez être confronté au racisme anti-blanc, parce que là, vous avez affaire à des gens qui sont exclus, qui sont mal dans leur peau, et qui vont reporter leur agressivité sur les Blancs. Bon. Mais quand même, de là à s'énerver comme le font certaines personnes qui sont confrontées au racisme anti-blanc, ça m'a toujours paru un peu curieux, parce que, bon d'accord, c'est embêtant. Enfin, le niveau de violence déployé reste en général assez faible. Il y a des cas différents. Parfois ça dérape. Mais la plupart des gens que j'ai rencontrés et qui étaient très très énervés sur cette question n'avaient jamais, à titre personnel, été victimes de violences physiques. Je me suis rendu compte en fait qu'une des raisons de leur énervement, et ça Oberton le montre très bien, c'est le discours politiquement correct. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Eux, ils voient une réalité qui est que ce ressentiment racial anti-blanc existe. Ils le constatent. Pas forcément dans leur chair, mais dans des attitudes, dans des discours, ils le voient. Ils le savent, ça existe. Et ils ont un discours institutionnel qui nie cette réalité. Donc il y a une exaspération, parce qu'ils ont l'impression qu'on les empêche de dire ce qu'ils voient. Or, quand on ne peut pas dire ce qu'on voit, quand on ne peut pas s'exprimer, ça tourne à l'intérieur, et ça énerve encore plus. Et ça, j'ai trouvé qu'Oberton le montrait très bien. Il montrait très bien comment les idéologues du politiquement correct sont en train, probablement en grande partie sans s'en rendre compte eux-mêmes, de fabriquer une énorme bombe à retardement. Parce que quand vous avez des millions de gens à qui on interdit pendant des années et même des décennies de dire la réalité qu'ils constatent, cette réalité envahit tout leur espace mental. Et là, vous fabriquez des gens très très énervés et très dangereux. Alors quels sont maintenant les types humains que Oberton analyse au-delà du policier et de la victime du racisme anti-blanc? Bon, là encore une fois, c'est un peu caricatural, mais c'est assez bien vu. Bon, il nous décrit une blogueuse bobo qui, dit-il, se dénigre pour mieux s'adorer, parce que le luxe suprême, évidemment, c'est d'avoir le luxe de se dénigrer, tout en disant, voyez, j'ai toutes les qualités, mais en plus, je sais me dénigrer. Donc il montre très bien l'hypocrisie d'une certaine sensibilité bobo bien pensante. C'est lié manifestement dans son esprit à un phénomène général de féminisation mentale. C'est vrai que dans l'ensemble, bon, les femmes ont des qualités et des défauts, et un des défauts des femmes, c'est bien connu, c'est bien connu des hommes hein, qui connaissent l'affaire, c'est qu'elles aiment bien qu'on leur mente. Elles aiment bien qu'on leur mente, elles aiment bien qu'on les entraîne dans un monde imaginaire, alors que l'attitude virile est plutôt dressée en face du monde, dans sa brutalité. Bon, c'est pas entièrement faux, c'est vrai que le bobo qui se dénigre pour mieux s'adorer, qui est bien à l'abri du monde et qui, à partir de là, dans sa position bien à l'abri, donne des leçons de morale en disant « regardez comme je suis bon », et puis qui aime bien que le pouvoir lui mente pour pouvoir s'entretenir à l'intérieur de sa petite bulle, là. Ouais, bon, c'est assez bien vu, c'est assez classique et prévisible de la part d'Oberton comme critique, mais c'est assez bien vu, c'est exact. Il se fout gentiment de la gueule du militant identitaire de base. Il en fait un spécialiste de jeux vidéo, n'est-ce pas, qui vit un peu quand même dans le virtuel, faut bien le dire. Alors, c'est un Arménien d'origine, et qui veut donc en faire plus dans le trip identitaire que ses camarades gaulois. Un peu comme un Breton converti à l'islam qui essaye d'être plus musulman que les Arabes, quoi. Et en fait, en gros, il décrit ce militant identitaire comme un gars qui cherche à exister dans le bordel, comme beaucoup de gens d'ailleurs à travers son récit, car on voit très bien que on a affaire souvent à des psychologies qui sont déséquilibrées par l'impossibilité d'exister par ses actes, par le résultat de ses actes.
d'où elle vient cette sensibilité identitaire qui aujourd'hui est très présente. Bon, alors elle vient bien sûr du fait qu'avec l'immigration, on ne sait plus très bien où on est, donc on a besoin de réaffirmer sa francité ou sa bretonité ou que sais-je encore. Mais elle vient aussi du fait que, de manière pratique, les gens sont quand même très largement exclus de la réalité de la production, que quand vous ne produisez pas, vous ne devenez pas, parce que l'être humain, en tout cas le mâle, le masculin, devient par sa production, par la guerre ou par la production. Bon. Donc, bon, comme la guerre est interdite et que la production, la plupart des gens en fait en sont exclus, ils ne deviennent plus, et quand un être humain ne devient plus, il n'est plus, parce que l'identité se construit par la projection, par la capacité de devenir. Si elle se fige, elle meurt. Et donc, effectivement, on voit très bien cette crise identitaire à travers les différents personnages que montre Oberton. Ce que je regrette un peu, c'est que son roman aurait beaucoup gagné, je pense, à essayer d'analyser un peu plus comment tous les acteurs dont il parle sont ou ne sont pas inscrits justement dans le cycle économique réel, dans le cycle de la production qui sert vraiment à quelque chose. Parce que je crois qu'il aurait pu remonter là beaucoup plus aux causes de la catastrophe qu'il décrit. Bon, peut-être il voulait pas, hein, c'était pas son sujet, mais c'est dommage, ça aurait donné beaucoup plus je trouve, de densité à son bouquin. Il écrit aussi, bon, le français moyen, la française moyenne. Alors là aussi, c'est un peu caricatural quand même, c'est-à-dire que, bon, ce qu'il a bien montré, c'est que le problème qu'on va avoir aujourd'hui en France, de plus en plus, c'est que le français moyen, non issu de l'immigration, qui n'a pas grandi dans un quartier où des cultures traditionnelles sont encore très fortes, il est complètement dévirilisé. Il y a un moment un portrait jubilatoire de comptable déprimé, stressé, dominé par sa femme, qui est d'un seul coup confronté au chaos. Alors le type est sauvé par l'intervention d'un routier russe, du genre personnage de cinéma joué par Schwarzenegger, vous voyez. Bon, c'est assez comique comme scène. C'est assez cruel hein, pour le français moyen contemporain, mais c'est un peu ça, quoi. C'est l'homme chiffmolisé, quoi. La française moyenne, c'est encore pire, je crois. C'est encore pire, c'est-à-dire elle est responsable en partie de la chiffmolisation de son mec, ce qui fait que évidemment le jour où elle est confrontée au réel dans toute sa brutalité, elle n'a pas de mec derrière lequel s'abriter. Et en gros, elle se fait violer, elle se fait massacrer. Hein. C'est la règle du jeu. Effectivement, ce que beaucoup de gens en France n'ont pas compris, c'est que entre eux et la barbarie, il n'y a plus qu'un cordon de police. Hein. Si le cordon de police cède, ça sera la barbarie en direct. Ça, c'est la réalité. Hein. Et Oberton le montre bien. Bon, alors il imagine en fait une femme qui n'est pas différente des femmes normales, avec les qualités aussi des femmes normales. Il y a un personnage qui représente ces qualités féminines traditionnelles, en particulier un instinct de survie plus développé, un très grand courage, parce que l'homme est téméraire. L'homme est téméraire, il sait mettre sa vie en danger si c'est nécessaire. Mais la femme a en fait plus de courage quand il s'agit de sauver sa vie, parce qu'elle se sait indispensable à l'espèce. C'est-à-dire que la femme s'autorise beaucoup plus difficilement que l'homme à mourir. Bon, il y a un personnage qui montre ça, un personnage d'Alice, je crois, si ma mémoire est bonne. Mais en même temps, une femme complètement pervertie, effectivement, et déstructurée par un féminisme fou, quoi. Un féminisme fou, et qui se retourne complètement contre la femme dans sa réalité. Donc Oberton nous imagine une féministe radicale qui appelle carrément les femmes à se laisser violer, avec ce slogan « Ouvrir ses cuisses à l'autre ». Il est assez cruel, ce mec, il est assez féroce par moments quand même. Alors ensuite, il y a un personnage dont je soupçonne que c'est un petit peu le protagoniste principal dans l'esprit d'Oberton.
qui est un survivaliste qui va profiter du bordel pour aller régler leur compte à un certain nombre de salopards qui sont responsables de ce bordel. Donc en gros, il va prendre les BHL et sous-BHL de service et il va les massacrer. Donc il y a quelques scènes comme ça de torture. Je pense que Laurent Oberton, tout simplement, s'est fait plaisir en écrivant ces scènes, puis il savait que ça ferait plaisir à une partie de son public. Alors, quand on aura chopé Bernard-Henri Lévy, qu'est-ce qu'on va lui faire ? Bon, c'est un peu un passage obligé dans un livre comme ça. Voilà, je vous ai décrit les grandes lignes. On va pas s'attarder dessus. Si vous voulez savoir ce que subissent les Bernard-Henri Lévy de service, il faut lire Guérilla. Bon, ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir. Ce que montre en fait Guérilla, c'est que Oberton lui-même subit le mécanisme d'exaspération qu'il décrit dans son livre. C'est-à-dire que sa vision des choses, outrancière, caricaturale, avec une France qui n'est pratiquement plus peuplée que de bobos à catogan, de ploucs paumés, d'islamistes fous, de trafiquants de drogue et de flics en train de péter un câble, elle vient du fait que le discours politiquement correct, lui interdisant d'exprimer la réalité de ce qu'il constate, c'est-à-dire l'existence d'un ressentiment racial anti-blanc qui est en train de monter, eh bien, la perception de cette réalité, en quelque sorte, devient une obsession. Parce que quand on ne peut pas exprimer quelque chose qu'on constate, ça devient une obsession. C'est comme ça qu'on fabrique une obsession. Et en fait, la principale leçon que je retire de la lecture d'Oberton, c'est qu'il faut absolument réussir à faire comprendre aux intellectuels bien pensants déréalisés, aux militants antiracistes de mes couilles, et d'une manière générale aux producteurs du discours politiquement correct bien pensant, qu'il faut arrêter de nier la réalité, l'existence de la haine raciale dirigée contre les Blancs. Il faut arrêter de nier cette chose, parce que maintenant, plus vous la niez, plus vous êtes en train de fabriquer dans l'esprit de gens très très nombreux, les lecteurs d'Oberton, qui sont nombreux, ça ne veut pas rien dire qu'Oberton vende beaucoup de livres. Les gens qui, sans lire Oberton, sont d'accord avec lui, il y en a de plus en plus. Vous êtes en train de fabriquer, les gars, dans leur esprit, une obsession qui envahit tout et qui menace réellement de les faire un jour basculer dans une forme d'extrémisme politique très dur. Alors, vous m'écouterez ou vous m'écouterez pas, mais c'est à vous, les politiquement corrects de service, là, que je m'adresse, parce qu'il y en a quelques-uns qui viennent voir mes vidéos, je le sais, parce qu'après, ils me font des commentaires à la con, du genre, oui, t'es raciste, blablabla. Bon. Les gars, moi, je vous dis ça, je dis rien, hein, faites ce que vous voudrez, mais croyez-moi, si vous continuez comme ça, vous n'allez pas être déçus du voyage. Bon. Cela dit, je vous annonce la prochaine note de lecture. Donc, comme j'aime bien mes petits copains d'égalité et réconciliation, et que donc j'aime bien les éditions Contre-Culture, je vais faire de temps en temps des notes de lecture sur des bouquins sortis par Contre-Culture. Et la prochaine note de lecture portera donc sur un livre de Madame Claire Colomby, un livre qui s'intitule « La légende noire du Moyen-Âge ». Ça n'est pas inscrit dans une série de notes de lecture en particulier, c'est juste que c'est l'occasion d'en parler. Je suis d'accord avec une partie de ce que dit Claire Colomby, je ne suis pas d'accord avec une autre partie. Et donc, c'est l'occasion de faire le point dessus. Et puis c'est sympa, voilà. Et je vous dis à bientôt.